Bonjour, ici Olivier Dufay, créateur du site web Rankinfo et co-créateur de Rankimetrics. Je suis très content de vous avoir parmi nous pour vous présenter les résultats d'une étude de grande ampleur, 501 sites audités, membres de la FEVAD, les sites e-commerce. Avant de rentrer dans le détail de cette étude, je vais vous présenter le sommaire de ce webinaire. Qui dit webinaire dit phase d'explication avec les 3 piliers du SEO. On va vous résumer, un court résumé de notre méthodologie d'optimisation du référencement. Dans un deuxième temps, je vous présenterai RMTech. C'est l'audit technique SEO qui fait partie de la plateforme MyRankimetrics. Et dans un troisième temps, je pourrai vous rentrer dans le vif du sujet, à savoir les résultats de l'étude FEVAD réalisée au mois de mai 2015. Au cours de cette présentation, je vous montrerai des exemples d'erreurs sur 8 sites parmi ceux du panel. Quatrième partie, je donnerai nos conclusions sur cette étude. Et dans la cinquième partie, je vous montrerai que vous aussi, vous pouvez lancer vos propres études grâce à RMTech. Alors, pour cette première partie, je souhaite vous présenter les fondamentaux du référencement. En clair, parmi tout ce qu'il faut faire pour améliorer son référencement, voici, dans cette pyramide, les 3 grandes familles de tâches à effectuer pour le référencement. Alors, on a présenté ça sous forme de pyramide, vous allez vite comprendre pourquoi. À la base, les aspects purement techniques. Donc, je regroupe un certain nombre d'éléments là-dedans. Par exemple, quelle technologie vous utilisez. C'est sûr que si vous utilisez du Flash, du JavaScript à haute dose, vous aurez peut-être plus de soucis que quelqu'un qui utilise du HTML pur et dur, entre guillemets. On peut aborder aussi les notions de vitesse de téléchargement des pages par les robots, vitesse de chargement des pages par les internautes, la profondeur des pages, en gros, est-ce qu'elles sont difficiles à atteindre dans le site, les liens cassés, les liens internes cassés. Quand je dis lien interne, en fait, c'est un lien qui est présent sur le site, dans les pages du site, qui pointe vers soit une autre page du site, soit, pourquoi pas, un autre site web. Il s'agit donc de liens sortants internes ou liens sortants externes. S'ils sont cassés, ça dégrade le crawl ou l'indexation, et puis ça dégrade aussi l'expérience utilisateur. On peut aussi mettre dans le lot des aspects techniques tout ce qui concerne le blocage du crawl ou de l'indexation. Le blocage du crawl, par exemple, dans le fichier robot.txt, si vous laissez des instructions de type dieselo sans faire attention ou vous les avez oubliées, ça peut être assez dramatique. La même chose concernant l'indexation. Si vous laissez des balises méta robot no-index à des endroits non voulus, ou alors si vous utilisez de façon impropre les URL canoniques, je vais y revenir tout à l'heure. Ici, il s'agit simplement d'une première liste, elle n'est pas exhaustive. C'est juste pour vous expliquer que la base de toute votre pyramide, ce sont les aspects techniques. Ils sont relativement simples à détecter et à corriger en cas de problème. Vous devriez donc avoir une base solide. Si cette base n'est pas solide, comme une maison, si les fondations ne sont pas solides, le reste peut s'écrouler ou se fissurer. Et comme vous le voyez dans ce dessin, les autres familles, ce sont le contenu et la notoriété, extrêmement difficiles à travailler. Ça serait quand même assez dommage de gâcher votre référencement par une sous-optimisation ou des aspects techniques ou même des erreurs. Deuxième famille, le contenu. Alors, dans le contenu, on va parler certainement surtout du texte, un petit peu aussi des images, pourquoi pas des vidéos, mais bon, on va se concentrer sur le texte. Si on devait vraiment résumer les choses, votre contenu doit être d'extrême bonne qualité. Ça passe par un texte inédit, donc pour éviter les problèmes de contenu dupliqué. Votre texte doit être bien rédigé, bien formaté. On s'adresse ici à un lecteur sur le web. Il existe des balises HTML à utiliser à bon escient. Et surtout, le tout
avec comme objectif de générer une très bonne expérience utilisateur, que ce soit sur fixe, sur mobile, sur tablette, sur smartphone. L'expérience utilisateur est de plus en plus décortiquée et surveillée par Google. Donc cette case contenu, elle est vitale, totalement vitale. C'est là que vous allez présenter votre offre. Elle doit sortir du lot en termes de qualité et elle doit donc s'appuyer sur des bases solides techniques. Ce qui fera la différence entre un site qui n'a aucun problème technique et un contenu de bonne qualité, mais similaire à celui de son concurrent, c'est la notoriété du site qui fera la différence. Alors, pendant longtemps, la notoriété, elle se mesurait ou se traduisait essentiellement par les liens. On parle ici des liens qui pointent vers votre site. On pourrait rajouter quand même depuis plusieurs années l'influence des réseaux sociaux, notamment des partages sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être pris en compte directement par les moteurs de recherche, même s'ils ne veulent pas forcément nous le dire, mais de façon indirecte, ces partages contribuent largement à la notoriété du site. On pourrait aller un peu plus loin et parler de l'évaluation de la marque associée à un site web, évaluation faite par Google, qu'il y ait une marque déposée ou pas, quel usage font les internautes dans leur recherche de la marque ou du nom du site. Est-ce qu'on trouve souvent le nom du site ailleurs sur le web, en plus de le trouver dans des requêtes des internautes? Tout ça fait partie de la notoriété. C'est la notoriété qui fera la différence et en général le succès de votre référencement. Voilà donc les 3 grandes familles du référencement. Tout autour, j'ai voulu symboliser avec cette flèche qu'il vous faut des outils pour tout évaluer, mesurer et optimiser. Et évidemment qu'il vous faut un outil de Web Analytics. Un outil de Web Analytics, mesure d'audience, que ce soit Google Analytics, Xity, Piwik ou qui vous voulez. Il vous faut absolument savoir ce que font les internautes, combien ils sont, d'où est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne font pas ce que vous vouliez qu'ils fassent, etc., etc. Mais vous devriez vous équiper de bien d'autres, de toute une panoplie d'outils pour chaque famille de tâches de référencement. Pour les aspects techniques, pour le contenu, pour les liens, pour les partages sur les réseaux sociaux. Vous pourrez sans doute trouver des outils pour vous aider à optimiser tout ce qui peut l'être et à gagner du temps, à viser l'exhaustivité. Alors, je vais justement vous présenter un outil qu'on a développé chez Rankimetrics et qui va vous aider pour une bonne partie des aspects techniques, donc une bonne partie de toute cette base, ainsi que certains critères liés au contenu. Alors, nous passons donc à la deuxième partie de notre présentation, à savoir l'objectif étant de vous présenter les résultats d'une étude SEO que nous avons menée chez Rankimetrics début mai 2015 sur 501 sites e-commerce membres de la FEVAD. En clair, je vais vous expliquer que nous avons réalisé ni plus ni moins 501 audits de sites e-commerce, des audits SEO. Une petite présentation. Rankimetrics, vous nous connaissez certainement pour nos formations. Essentiellement les formations en référencement naturel, mais aussi Google Analytics, Google AdWords, un certain nombre de réseaux sociaux, ainsi qu'à d'autres prestations plus spécialisées comme concernant WordPress ou PrestaShop. Mais il faut savoir que depuis la naissance de Rankimetrics, nous avons un laboratoire de R&D ainsi qu'une panoplie d'outils développés en interne. Avec ces outils, nous avons conçu un outil d'audit technique qui servait soit pour les expériences, nos propres besoins internes, pour mieux préparer les formations, ainsi que pour réaliser des audits pour nos clients. Nous avons réussi à le faire évoluer afin de le rendre accessible de l'extérieur. Dans un premier temps, en 2014, pour nos participants aux formations,
ainsi que depuis décembre 2014 pour tout le monde. Donc depuis décembre 2014, vous avez été très très nombreux à pouvoir faire tourner des audits techniques. Donc c'est un outil sur la plateforme MyRankimetrics, une plateforme de type SaaS, c'est-à-dire vous faites tourner les outils en libre service. Je vais vous présenter ça un petit peu plus tard. Depuis décembre 2014, donc l'ouverture à tout le monde, nous avons eu la chance de voir défiler plusieurs milliers d'audits et nous vous remercions également pour vous, les centaines de clients qui avaient fait effectuer ces audits-là. Alors parmi vous, vous êtes un grand nombre à être le propriétaire du site web qui veut travailler son propre référencement. Nous accueillons aussi des agences qui réalisent des audits, soit en avant-vente, soit pour leur type de leur prestation. La même chose avec des freelances. Et enfin, sans oublier tous ceux qui s'occupent du référencement en interne, salariés ou non salariés, les fameux SEO in-house. Bref, Rankimetrics leur propose RMTech, donc RMTech, un outil d'audit technique. Nous sommes concentrés sur les fondamentaux du référencement. C'est-à-dire qu'avec RMTech, tout devrait être en vert. Comme vous allez le constater dans cette étude, c'est assez loin d'être le cas. En vert, ce serait on n'a aucun souci. Alors, quelles sont ces analyses techniques qu'on peut faire dans un audit comme ça, réalisé par un outil? Eh bien, ça concerne une grande partie des points techniques, des critères que j'ai évoqués tout à l'heure dans la base de la pyramide, mais ça peut être aussi les aspects techniques du contenu, c'est-à-dire l'analyse détaillée des balises title, des balises métadescription. Est-ce qu'elles sont présentes? Est-ce qu'elles sont trop courtes, trop longues, trop suroptimisées, trop ceci, trop cela? Tout ça est décortiqué par RMTech. On peut décortiquer aussi les pages qui ont aucune balise H1, par exemple, ou alors qui ont des contenus trop courts et qui pourraient se révéler négatifs, par exemple dans l'algorithme Panda ou dans l'algorithme Quality qui cherche à évaluer la qualité des pages. On a bien entendu une analyse, une détection des contenus dupliqués internes. Bref, tout ça, il est temps que je vous le présente au sein de notre étude. Alors, l'étude FEVAD a consisté à récupérer, à étudier le 501 sites du panel de la FEVAD, étude réalisée le 2 mai 2015. Pour chacun des sites, comme certains parmi eux étaient énormes, voire gigantesques, nous sommes limités pour cette étude à 10 000 URL, ce qui représentait déjà une partie conséquente de chaque site web. Donc, RMTech part de la page d'accueil ou de la page de départ qu'on lui fournit et il se comporte exactement comme Googlebot. Donc, il va respecter toutes les consignes qu'on fournit à Googlebot, que ce soit dans le robot TXT ou dans les balises, les URL canoniques, les balises méta, etc. Et il suit les liens, tout simplement. Voilà. Donc, nous avons exploré ainsi près de 3 millions d'URL. Parmi ces URL, certaines ne sont pas des pages HTML. Par exemple, ça peut être du PDF ou des images, parce qu'il y avait des liens vers des images. Donc, on s'est ensuite concentré sur les 2,3 millions de pages HTML. Donc, c'est sur ces pages-là qu'a porté notre étude. Je répète donc, 2,3 millions de pages sur 501 sites. Dernier point, nous avons également cherché si ces pages faisaient des liens sortants externes, follow, vers autre chose que des réseaux sociaux. Et effectivement, on en a trouvé pas loin de 700 000 URL recevant donc des liens depuis notre panel. Donc on a testé une par une ces URL pour vérifier qu'elles n'étaient pas cassées. Alors, je vais vous présenter les résultats de cette étude
par famille de critères. Alors, je passe ces explications qui sont dans le rapport. Vous pourrez relire à tête reposée. Je préfère aller directement au résultat. Alors, comment on doit comprendre ce tableau? Donc, on va un petit peu zoomer comme ça. Voilà. Ici, vous avez les sites par paquet de 25. Si vous voulez, vous pouvez choisir autrement. Et un certain nombre de familles de critères. Donc, on a une première famille, ce sont les pages répondant en erreur. Concrètement, pourquoi on s'intéresse à ce critère? Alors, en interne, il faut bien entendu éviter de faire des liens vers des pages en erreur. Des pages, par exemple, 404, 410, 500, etc. D'une part, c'est évidemment mauvais pour le crawl, le robot. Et d'autre part, pour les internautes eux-mêmes, vous savez bien que ça va vous décevoir si vous cliquez sur un lien interne, je parle bien de lien interne, on n'est pas responsable des liens qui viennent de l'extérieur sur notre site web et qui génèrent des pages 404, des erreurs 404. Là, je vous parle bien de liens qu'on a trouvés en interne, les liens follow. Alors, deuxième petit détail, même si vous faites une redirection, vous faites un lien vers une page A qui elle-même se fait rediriger pour arriver vers une page B, nous considérons ça comme une erreur, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas aussi optimal que de faire un lien direct vers la page B. Donc ici, le nombre de pages en erreur, c'est le nombre de pages qui renvoient autre chose qu'un code 200. Et en calculant, en divisant par le nombre d'URL crawlées, eh bien, on en déduit un taux d'erreur. Alors, vous pouvez cliquer sur ce tableau. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de sites qui n'ont aucune erreur dans les liens internes, mais vous en trouvez également qui ont des résultats pas très honorables. 98-95% des liens internes pointent vers autre chose qu'une page qui répond correctement. Donc, histoire que vous compreniez vraiment bien que derrière chaque ligne se trouve un audit, en fait, j'ai préparé l'ouverture de chacun des audits qui sont derrière, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, pour cette famille de critères surveillant les liens internes qui pointent vers des erreurs, j'ai choisi un premier site. Donc, ici, l'objectif n'est pas de mettre en avant un nom, mais d'expliquer le problème. Donc, ici, on se retrouve sur le rapport RMTech, réalisé sur ce site-là, à la date de notre étude, et limité à 10 000 URL. Donc, on se rend compte qu'ici, il n'y a pas que des ronds verts, il doit y avoir un certain nombre de problèmes ou de sous-optimisations techniques, mais je vais m'intéresser exclusivement au problème des URL qui répondent en erreur. Je clique là pour aller un petit peu plus loin. Donc, en interne, on a trouvé 405 liens vers des pages en code 200. Jusque-là, tout va bien. Mais ça représente seulement 4% des URL crawlés. À côté de ça, on a trouvé 4175 liens vers des URL qui se font rediriger en 301. Donc, sans doute, on peut pas, faudrait étudier le site. Peut-être qu'à une époque, les URL ont changé. Donc, la nomenclature, le format des URL a peut-être changé. Et des redirections 301 ont bien été prévues. Très bien. Mais il manque la deuxième partie du travail, à savoir mettre à jour les liens internes pour éviter qu'ils pointent vers une URL en 300, qui se fait rediriger en 301. Il faut faire une redirection, un lien directement vers la bonne page, et elle répondra en code 200. Quand on se rend compte qu'il y a 41%, il y a 4 liens sur 10 que Google rencontre qui ne pointent pas vers l'URL finale directement. Par contre, là où ça devient vraiment gênant pour l'internaute, en plus de Google, ce sont les 5414 erreurs 404.
Donc là, il y a plus d'un lien sur deux dans ce site-là qui pointe vers une page en 404. Il faut absolument les corriger. Donc le bilan, comme vous pouvez le voir ici, pas extraordinaire, hein, 4% des liens qui sont bons. Donc on va aller voir un petit peu dans les détails en cliquant ici pour télécharger les données. Vous avez des explications ainsi que toutes les données dans les fichiers Excel. Alors, pour gagner un peu de temps, je les ai déjà téléchargés et je vais tâcher de les ouvrir dans Excel. Alors, donc, j'ai préparé ce site, l'audit de ce site, ouvretel.com, et on va trier, on va trier par URL, pourquoi pas, les URL crawlées. Donc là, on voit comme un sous-domaine B2B. Bon. Ok. Alors là, je préfère tout de suite m'arrêter. Quand on découvre un sous-domaine qui s'appelle pré-prod, autant vous dire qu'on est un peu inquiet. C'est-à-dire qu'en interne, sur un site en production, on a trouvé un lien vers une URL de type pré-prod et qui répond au code 200. Bon, vous avez compris que c'est pas la bonne façon de faire. Donc là, le souci n'est même pas le fait que ce soit une 404, encore qu'on en trouve dans certains cas, mais surtout, la pré-prod risque de se faire indexer. C'est quand même un peu un souci. Admettons qu'on cherche si Google en a indexé. Donc, on va faire une petite requête du genre site 2.preprod.louvretel.com et je trouve 84 pages indexées. 84 pages indexées, jamais elles devraient être indexées. Voilà, donc là, avec RMTech, ce site l'aurait identifié immédiatement. Bon. Alors, on continue. Au passage, vous avez sans doute remarqué un problème dans les URL. Ici, c'est absolument pas normal que Node se répète autant de fois. Donc là, je viens de découvrir un deuxième problème, en plus des liens vers la pré-prod. Ce sont sans doute des liens relatifs mal codés qui génèrent des URL sans doute à l'infini. Donc heureusement que notre crawler, tout comme Google, sait s'arrêter au bout d'un moment, sinon il serait toujours en train de crawler ce site. Bon, passons à la pré-prod. Et on va arriver à quoi? Oui, il y a encore ici le même type d'erreur. Bon, je vais garder que les 404. Voilà. Bon, ce site a rapidement besoin de corriger ces problèmes. Alors, juste un détail, dernier détail sur ces liens en erreur. Ici, vous trouvez une URL qui renvoie un code 404. Très bien. Vous dites, il va falloir la gérer. La supprimer, la désindexer, Ok, très bien. Deuxième chose à faire, il faudra trouver pourquoi nous avons trouvé un lien vers cette URL. Donc pour ça, si je reviens ici, sur le rapport. Afin de vous permettre de localiser les erreurs, voici des fichiers annexes qui contiennent les URL des pages qui contiennent les liens en erreur. Entre autres termes, ici, vous aurez la liste des pages qui ne devraient pas faire un lien vers une page en erreur, mais qui, pour l'instant, font ce lien. Ça vous permet d'identifier la source. Deuxième exemple, je vais revenir sur mon étude et m'intéresser aux critères des pages non indexables. Alors, qu'est-ce que signifie non indexable? Alors, sauf cas particulier, il ne devrait pas y avoir de lien interne vers des pages interdites d'indexation. Et pourtant autorisé au crawl, parce qu'on ne crawl que ce qui est autorisé. Donc, je résume. Ici, on a trouvé des liens follow vers des pages qui elles-mêmes sont interdites d'indexation. Donc, il peut y avoir des cas particuliers, peut-être par exemple la pagination,
mais ça devrait être assez rare de faire des liens vers des pages qui sont interdites d'indexation. Donc on appelle ça, nous, non indexables. Si jamais une page est bloquée par erreur à l'indexation, mettons elle a une balise méta robot no index, c'est le cas le plus flagrant, et vous l'aviez oublié. Il est clair que ce problème réduit énormément les performances SEO du site, puisque cette page ne sera pas indexée, et donc elle ne sortira jamais dans les résultats de recherche. Alors, dans quel cas on conclut, nous, qu'une page est non indexable? Alors, le cas le plus classique, c'est que on a trouvé une balise méta robot no index, ou no, ou tout autre synonyme. On peut aussi avoir trouvé une URL qui envoie un code HTTP xrobotag no index, donc ça on le vérifie également. Mais il peut aussi y avoir des problèmes au niveau des URL canoniques. C'est-à-dire que si on crawl une URL qui indique comme URL canonique autre chose, eh bien, l'URL crawlée ne pourra pas être indexée. Elle sera en tout cas indexée sous l'URL canonique. Je répète donc, les pages non indexables, ce sont les pages qui ont une interdiction d'indexation ou alors une URL canonique différente de l'URL explorée. Ça, nous ne vérifions pas ici dans cet audit si les pages sont indexées ou pas indexées, mais si elles sont indexables ou pas indexables. Alors, de la même manière, ici, je peux trier. J'ai des pages non indexables, 100%. Donc là, j'ai des sites qui... Alors celui-là, il est pas mal quand même. 100% de pages non indexables, il risque pas d'aller très loin. Les autres sont à 97, 95%. C'est déjà gigantesque. Franchement, on peut se demander comment c'est possible qu'en interne, on fasse autant de liens vers des URL que pourtant on ne veut pas faire indexer. Imaginez un peu l'efficacité du crawl si, dans l'immense majorité des cas, quand Google rencontre un lien vers une URL interne, en réalité, ça pointe vers une page qui lui dit « Ah, tu es venu pour rien, je ne veux pas que tu indexes cette page. » Je vous laisse deviner l'efficacité pour le référencement. Alors, j'ai choisi un des sites qui a des soucis à ce niveau-là. Il s'agit ici de verbaudet.fr. Donc, verbaudet.fr est un très très gros site. Là aussi, on s'est limité aux 10 000 URL les plus importantes, en tout cas les premières que RMTech a sélectionnées pour crawler. Et je vais aller directement à l'analyse de l'indexabilité. Et donc, on va regarder un petit peu le bilan. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Sur les 9699 URL qui répondent correctement au code 200, on en a trouvé 4573 interdits d'indexation. On en a également trouvé, attention, on peut cumuler les deux, 9076 qui ont une URL canonique différente de l'URL crawlée. C'est-à-dire que là, on a compris, vu le nombre, qu'il y a certaines pages qui ont à la fois une interdiction d'indexation, par exemple une balise méta robot no index, et une URL canonique différente de l'URL crawlée. Bon, très bien, sauf que au final, on a donc nombre total de pages non indexables 93%. Dit autrement, sur les quasiment 10 000 URL qu'on crawl, il n'y en a que 623 qu'on souhaite faire indexer. C'est quand même assez étrange. Donc, ici, on pourrait aller récupérer les pages interdites d'indexation, et de la même manière, on peut aussi vous donner les URL qui font des liens vers les pages interdites d'indexation ou vers les pages ayant une URL canonique différente de l'URL crawlée. Alors, c'est reparti. Je vais aller voir les résultats dans Excel. Cette fois-ci, donc, on va prendre le site Verbaudet et on va examiner les URL. Alors, donc ici, on peut les trier par URL crawlée, par les URL qui ont une balise méta robot no index.
pourquoi pas. Donc, la première URL, on se rend compte que il s'agit sans doute d'une catégorie ou d'un produit auquel on a rajouté des paramètres dans l'URL. Donc, on a à la fois une URL canonique, qui d'ailleurs est différente de l'URL crawlée, et une balise meta-robot noindex. Autant vous dire que ça ne sert à rien de mettre la canonique si on met une noindex. On va essayer de faire autrement. Je vais enlever celles pour lesquelles on avait mis une meta-robot noindex. Et ici, je vais... donc ici, je vais essayer de trouver d'autres exemples pour changer. Là, c'est tout le temps la même chose. On a rajouté des critères dans l'URL. Voyons, je vais aller un peu plus loin. Tout ça, ça doit être le même genre d'erreur. Yes. Donc, ici on a changé. Oula, ça me paraît pas normal. Ça non plus. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Ici, l'URL verbaudet.fr/shop collectionit.htm. On indique, donc qui répond à un code 200, on indique que l'URL canonique, c'est la page d'accueil. Donc en fait, on est sur la rubrique collection été et on dit l'URL canonique, c'est la page d'accueil. Étrange. La rubrique BB de la collection été, on dit que la bonne URL, en fait, c'est bb.htm. Bah, pourquoi pas? Sans doute que la bonne URL, c'est bb.htm, mais dans ce cas-là, pourquoi faire un lien vers shop collection été bb? Peut-être qu'il y a une raison pour ce site-là, mais sur le principe, ici, voilà, on émet des doutes en tout cas. Je vous rappelle ici que on a eu un très très grand pourcentage de pages. Allez, je vais faire un peu de nettoyage. On a eu un très grand pourcentage de pages qui étaient en erreur. Là, 93% des pages non indexables. Allez, troisième critère. On va s'intéresser aux pages trop lentes. Alors attention, ici, qu'on soit très précis. Je parle ici du temps de téléchargement par le robot. Donc le temps de téléchargement du code HTML brut, sans aucun fichier externe. Par exemple, aucune image, aucune interprétation de CSS, aucune interprétation de JavaScript, etc. Uniquement le temps que le serveur réponde, génère la page HTML et la renvoie, qu'on puisse la télécharger jusqu'au bout. La présence de pages trop lentes va évidemment dégrader le crawl de Google. Il est évident, et ça se repère tous les jours, surtout sur les gros sites, plus vos pages sont lentes à télécharger, plus Google réduit sa fréquence de crawl. Et il crawl moins de pages par jour. Bien souvent, une page qui met trop de temps à se télécharger risque aussi d'être trop lente à se charger complètement, et donc l'expérience utilisateur risque d'être dégradée. Donc au final, c'est vraiment très mauvais d'un point de vue référencement. Google ne fournit aucun seuil fatidique pour le temps de téléchargement, un temps au passage que vous pouvez trouver dans Google Webmaster Tools, Google Search Console désormais, avec quelques petites nuances, mais sachez que selon notre expérience, vous ne devriez pas avoir des temps de téléchargement supérieurs à 600 millisecondes. Sachez qu'un site très bien réalisé, avec des bonnes performances du serveur, avec un système de cache, peut sans aucun problème arriver à 200 millisecondes. Donc nous, on a fixé à 600 millisecondes la limite. À partir de 1000, donc une seconde, on considère ça vraiment trop lent. Voilà. Donc l'erreur, ici, les pages trop lentes, c'est le pourcentage de pages des URL HTML qu'on a pu crawler sans erreur, qui ont été téléchargées en plus de 600 millisecondes. Donc,
ici, vous voyez que 100% des pages sont trop lentes. Il y en a quand même il y en a quand même beaucoup de sites qui sont trop lents. Là, vous voyez, je vous montrerai la synthèse dans la conclusion, mais c'est assez étonnant pour des sites e-commerce. Même s'il ne s'agit pas ici du temps de chargement, le temps de téléchargement aussi lent, c'est pas possible, quoi. Donc on va prendre un exemple. Donc j'ai sélectionné ce site-là, rugbyforlife.com, 4437 URL crawlées, et on va aller directement au temps de téléchargement, parce qu'on a été alerté par ce site qui a 99,5% de ses pages trop lentes, et plus précisément, il y en a 70% qui mettent plus d'une seconde à être téléchargés. Voilà, donc on a ici décortiqué l'analyse par intervalle de 200 millisecondes. Donc de manière visuelle, vous le voyez là, j'ai 0,35% des pages qui sont correctes, et puis ensuite 10% qui sont trop lentes, etc. Tout ça c'est trop lent. Voilà, donc on peut aller voir les pages trop lentes. Donc je vais ouvrir ça dans Excel. Alors, dans Excel, qu'est-ce que je vais trouver? Donc ici, la page d'accueil se télécharge, enfin le jour où on l'a fait, ça peut avoir changé entre-temps, 881 millisecondes. Bon, un peu trop long. Juste en dessous, je vois une page à 2200 millisecondes. 2 secondes entières, rien que pour télécharger la page. On n'a même pas encore parlé ici d'essayer d'afficher les images ou interpréter les CSS. Ici, je vais trier par ordre alphabétique des URL, par exemple. Et on va regarder un certain graphique que j'ai rajouté qui montre sur les 2500 pages qu'on a étudiées, lesquelles sont rapides. Bon, voilà, il y en a très peu qui sont sous les 600 millisecondes, vous voyez. Ensuite, entre 600 et 1000 millisecondes, il y a tout ça. Mais là, ça serait encore pas trop inquiétant si c'était comme ça, mais ici j'ai zoomé pour avoir une échelle à 1000 millisecondes maximum. Donc si au lieu de 1000 millisecondes, je laisse faire Excel pour m'afficher le max, vous vous rendez compte qu'en réalité, les pages, il y a un certain nombre de pages qui sont au-dessus de 2000 millisecondes. Donc là, on l'observe bien. Ensuite, on peut le revérifier dans l'autre sens. Je vais lister les pages les plus lentes. Et puis après, à moi d'aller essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Pourquoi est-ce que ces catégories ou ces fiches produits sont aussi lentes à être téléchargées? S'agit-il d'un problème du serveur? Le problème est-il temporaire? Ces pages-là manquent-elles de cache? Tout ça reste à étudier, mais au moins ici on a la liste précise. Par rapport à Google Webmaster Tools, juste 2 points. Google Webmaster Tools mélange aussi bien les pages HTML que les CSS, les images, les PDF, tout ce que Google a le droit de crawler, il l'inclut dans son graphique qui indique le temps de téléchargement. Donc, c'est pas forcément comparable directement à notre analyse. Nous, on a trouvé plus judicieux de se concentrer sur les pages HTML, qui sont les pages vitales pour le référencement. La deuxième remarque, c'est que dans Google Webmaster Tools, vous n'avez que la moyenne sur toutes les pages que Google a crawlées un jour. Si Google a crawlé 500 pages un certain jour, eh bien, il vous donnera le temps moyen de ces 500 pages, le temps moyen de téléchargement. La moyenne peut très bien être dégradée par une partie des pages, lesquelles vous ne pouvez pas le savoir dans Google Webmaster Tools. Donc avec RMTech, vous pourrez avoir ce détail. Allez, on va passer à la suite et on va regarder donc critères suivants, les pages trop profondes.
Alors, qu'appelle-t-on une page trop profonde? Alors, donc, pour qu'une page soit efficace en référencement naturel, il faut éviter qu'elle soit trop profonde dans le site. C'est-à-dire, on ait besoin de trop de clics sur des liens depuis la page d'accueil pour la trouver. Donc, pour notre audit RMTech, la profondeur d'une page, c'est exactement le nombre de clics sur des liens nécessaires pour atteindre en partant de la page de départ. En général, c'est la page d'accueil. Et si jamais on trouve plusieurs chemins possibles pour atteindre une page, notre algorithme récupère évidemment le plus court chemin. Voilà, donc le nombre de pages trop profondes. Qu'est-ce qu'on appelle trop profond? Donc là, on a développé un algorithme basé sur notre expérience de ces milliers d'audits, et d'ailleurs également de nos études dans notre labo. Pour chaque site, on évalue en fonction d'un certain nombre de critères, dont évidemment le nombre total d'URL à faire crawler et indexer. On évalue la profondeur maximale. C'est-à-dire que la règle des 3 clics ne s'applique pas, n'est pas adaptable à tous les sites web. Ça dépend de leur taille. Un site tout petit, entendez par là 100, 200 URL, il doit largement pouvoir faire donner accès à toutes ces pages en 3 clics, et même en 2 clics, voire 1 clic. Bon. Par contre, un site qui aurait 10 000, 100 000 ou 1 million d'URL, ou même 10 millions d'URL, évidemment qu'il ne pourra pas donner accès à toutes ces pages en 3 clics. Il devra néanmoins optimiser le maillage interne pour optimiser la profondeur des pages les plus stratégiques. Donc, je résume, RMTech calcule par le biais d'un algorithme fait maison quelle est la profondeur maximale recommandée pour chacun des sites web, et en détermine donc le nombre ou le pourcentage de pages qui sont trop profondes. Alors, donc si je clique ici, je vois qu'ici, ces sites-là ont aucune page trop profonde, très bien, et d'autres ont des pages beaucoup trop profondes. En tout cas, ici, on se rend compte que quasiment toutes les pages sont trop profondes. Alors, pour ça, je vous ai préparé un exemple. Alors, j'ai pris le site ctlm.fr qui a plus de 10 000 URL. Je me suis arrêté à 10 000 URL et on va aller examiner la profondeur des pages. Donc, notre algorithme a évalué que ce site pourrait très bien se débrouiller pour avoir une profondeur maximale de 4 clics. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est loin, très loin d'être le cas. Donc ici, en 4 clics, on atteint 11% seulement des pages. 11% des pages. La première page, la page d'accueil, fait 83 liens, c'est pas si mal, mais après, on découvre beaucoup trop peu de nouvelles URL à chaque niveau. Et donc, au niveau 4, on est seulement à 11% des pages en cumulé. Vu autrement, ça donne ça. Une immense majorité des URL sont extrêmement profondes. Ces pages-là n'ont aucune chance de réussir en référencement. Je vous le dis tout de suite, c'est une évidence qui se vérifie dans chacun des audits. Voilà, donc ça, c'est le pourcentage de pages sur chaque niveau, et ça, c'est le pourcentage cumulé. Et normalement, en 4 clics, on devrait être quasiment à 100%. Donc, si je vais ici et que je télécharge le fichier Excel, on va aller voir le fichier Excel de la profondeur. Donc, alors, comment on peut étudier ça? Je ne sais pas s'il y a besoin de trier par URL après tout. Donc ici, vous voyez pour chaque page sa profondeur. Donc les pages de niveau 1, de niveau 2. Donc niveau 2, on est d'accord, ça veut dire que le plus court chemin possible pour accéder au guide du crédit auto, c'est 2 clics depuis la page d'accueil. Donc, on peut regarder le graphique qui indique les 7000 pages auditées. Les 7000 pages auditées, leur profondeur. Je rappelle qu'on devrait être en profondeur maximale de 4. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs rubriques du site qui font complètement dévier
par rapport à l'objectif de rester à 4. Mettons que je zoome jusqu'à 10. On se rend compte qu'on a une première série de pages de niveau 1, de niveau 2. Bon, là, on est exactement dans l'ordre du crawl, donc c'est normal que ça donne ce schéma. Ici, on pourrait tout simplement trier par profondeur décroissante et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, premier problème, ici, ce site a laissé des liens vers des URL incluant des identifiants de session. Espérons pour eux que Google arrive à les reconnaître. Ceci dit, ça gêne considérablement le crawl. Voilà, on va essayer d'aller un peu moins profond. Évidemment, tout ça est généré par des identifiants de session. Qu'est-ce qu'on trouve ici encore? Oula. Là, on est sur une rubrique mobile. On voit que il y a des URL qui contiennent trop de paramètres sans doute. Niveau 6, c'est beaucoup trop profond. Niveau 6, c'est beaucoup trop profond. Mais même ça, le guide du crédit renouvelable, usage du crédit renouvelable, 3 clics, c'est un peu trop, je pense. Il faudrait étudier le site pour aller dans les détails. Mais... Bon. Devenir partenaire, 8 clics. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de partenaires qui découvrent cette page en 8 clics. La probabilité de les retrouver est quand même assez faible. Bon. Voilà pour cet exemple. Donc, on va revenir sur notre étude et on passe à... Donc là, on a fait la première grande partie, c'est les critères purement techniques. On va passer maintenant à l'optimisation des contenus, toujours sous l'angle technique. Il n'y a pas d'analyse purement éditoriale. Les titres, alors la balise title, entre nous, s'il devait y avoir qu'une seule balise à travailler, en tout cas la plus rentable à travailler, c'est bien la balise title. C'est pour ça qu'on a mis au point un certain nombre, je pense une bonne dizaine de critères pour vérifier si la balise title ne présente pas soit des erreurs, soit des sous-optimisations. Donc, comment on va évaluer si un titre est non optimisé, en tout cas s'il contient des erreurs ou des sous-optimisations? Alors, ça peut être une balise title qui est tout simplement absente, ça peut être une balise title totalement vide, ou alors une balise title trop courte. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. A l'inverse, votre balise title peut être trop longue, ça présente des problèmes en termes d'affichage, non seulement dans le navigateur pour l'internaute, mais aussi dans les pages de résultats pour les moteurs de recherche. Ça peut être aussi une balise title qui est non unique, c'est-à-dire dupliquée ailleurs sur le site web. Normalement, une balise title décrit très précisément ce qu'on trouve dans le contenu de la page. À moins d'avoir des graves problèmes de contenu dupliqué interne, on ne devrait jamais trouver 2 pages de site qui ont la même balise title. Ensuite, nous avons aussi étudié les balises title suroptimisées, c'est-à-dire des balises title dans lesquelles on a trouvé une bien trop grande répétition du même mot, en excluant les petits mots non porteurs de sens. Alors, passer à mon exemple. Donc pour cet exemple, désolé, je vous présente quand même le nom. Donc je suis allé sur geodis.com, on a étudié 3579 URL et je vais directement au problème sur la balise title. Alors la balise title sur ce site, on n'en a trouvé aucune URL où où la balise title est absente ou vide. Par contre, 17 pages dont la balise title est constituée d'un seul mot. Vous conviendrez avec moi qu'avec un seul mot, c'est assez délicat de décrire dans les détails ce qu'on trouve dans la page. 2 mots, 3 mots, tout ça, ça nous semble vraiment trop court. Pour ceux qui veulent les détails, même avec un titre de 3 mots,
il est rare de pouvoir vraiment bien exploiter à fond le concept de la longue traîne. Ensuite, au niveau de la longueur maximale. Alors, ici, vous découvrez les détails. Donc, RMText s'intéresse ici au nombre de caractères et non plus au nombre de mots, parce qu'à partir d'un certain nombre de caractères, Google décide en général de tronquer le titre dans les résultats. Et donc, tout ce qui est tout ce qui est après une certaine limite est tronqué avec le symbole 3 petits points. Si vos mots-clés se trouvent après les 3 petits points, ne sont pas vus par les internautes, ils incitent beaucoup moins à cliquer et ils ont bien moins d'efficacité en référencement. Alors, en moyenne, Google a l'air de tronquer environ à peu près à 55 caractères. Donc de 56 à 70, on a jugé que c'était un problème, mais pas forcément majeur. On a noté ça sous forme d'avertissement. Par contre, quand on commence à être supérieur à 70 caractères, mettons entre 71 et 100, c'est vraiment pas bon. Et une balise title qui a plus de 100 caractères, je ne vous fais pas de dessin, il est clair qu'il faut la retravailler immédiatement. Donc sur ce site, j'ai trouvé un taux d'erreur de 51%. Donc 51%, il y a vraiment du travail à faire, et surtout du travail qui risque d'être très très rentable, parce que c'est pas un travail énorme de corriger, d'optimiser ces balises title, et par contre ça aura un impact assez sympa en termes de positionnement et de visibilité dans Google. Alors, on va prendre mon exemple. Donc mon exemple, c'est ce site-là, voilà. Donc, première partie, c'est les pages qui ont un titre trop court ou trop long. Alors, on va trier. Voilà. Donc, flux RSS.html, bon, on va passer, pas forcément la plus intéressante. Toutes ces pages qui ont un seul mot, autant vous dire que n'ont que très très peu d'efficacité en référencement. Pareil ici, des balises title qui ont que 2 mots dans le titre. Comment voulez-vous réussir à vous positionner sur des requêtes très concurrentielles de 2 mots, et puis surtout sans exploiter la longue traîne? Il faudrait vraiment détailler chaque page. À l'inverse, on a des titres qui sont beaucoup trop longs. Donc ici, 127 caractères. Il y en a plus de la moitié des caractères, plus de la moitié du titre qui ne sera pas présenté dans les résultats de Google. C'est vraiment dommage. Il faut se concentrer, rendre nos titres bien plus efficaces. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme analyse? Eh bien, on a dit qu'on allait étudier les titres qu'on retrouve plusieurs fois. Alors, ici, on a trié par titre, et on se rend compte que ici, il y a plusieurs URL qui ont le même titre. Alors, ça peut être un problème soit technique, soit éditorial. Ici, je vois un identifiant de session, encore une fois. Donc, ici, c'est un problème technique. Il faudrait s'assurer que Google ne puisse pas crawler les pages avec ces identifiants de session. Par contre, en dessous, je me rends compte de quoi? J'ai 3 pages, sans doute pour 3 langues différentes, anglais, allemand, français. J'ai 3 pages qui ont le même titre. Voilà. Il est clair qu'ici, il va falloir l'améliorer. Bon, peut-être que ça ne se prête pas forcément ici à une traduction, mais ici, vous voyez vite que c'est high-tech. Ça s'appelle high-tech. Geodis high-tech, c'est trop court comme titre. Avec ça, vous ne pouvez pas faire... Non, c'est trop court, pardon. C'est trop court et en plus, c'est dupliqué. Bon, voilà. Nous concevons vos solutions, etc. Ok. Donc, problème de contenu dupliqué interne au niveau de la base title. Et je termine. Voyons s'ils ont s'ils ont répété un peu trop souvent le même mot dans la base title. Donc, ici, j'ai trié par URL.
Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, j'ai les différentes langues, 3 mots, 4 mots. 4 mots quand même. 4 mots dans répéter pardon, 4 fois le même mot. C'est simple, on va aller voir ce que c'est. Alors, donc, cette page a comme balise title Géodis, Géodis, d'accord. Ici, on va dire que c'est un peu moins grave dans le sens où c'est la marque, mais quand même répéter 4 fois Géodis dans un seul titre, ça commence à faire beaucoup. Voilà, donc ici, il faudrait aller voir les autres pages avec trop de répétitions, et faites très très attention si vous, c'est pas votre marque qui est répétée 4 fois, mais c'est des mots-clés. Alors là, à partir de 3, vous devrez absolument réécrire vos titres. 2, nous considérons ça comme un avertissement. Vérifiez si c'est logique d'avoir 2 fois le même mot, surtout si c'est un mot-clé dans la balise title. Allez, on termine avec ça. Je crois qu'on a fait le tour des titles. Voilà. Donc lui, il avait quand même beaucoup de doublons. Hein. Et puis, pas mal de répétitions également. Alors, on va s'arrêter là pour la balise title et on va continuer avec le suivant, la description. La description, est-ce que nos 500 sites font bien, font bon? Bonne balise de métadescription. Alors, la description, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous avez sans doute entendu que Google ne tient pas compte des mots-clés présents dans la balise métadescription. Concrètement, si vous mettez un mot-clé, un mot, dans votre métadescription, ou alors, si vous ne le mettez pas, ça ne changera rien à votre positionnement. Enfin, ça, c'est l'impact direct. Parce que de façon indirecte, le fait de rédiger des descriptions très précises, correspondant bien au contenu de la page, utilisant donc les bons mots, mais donnant envie à l'internaute de cliquer, eh bien, vous allez justement favoriser le taux de clic dans les pages de résultats de Google, taux de clic qui est pris en compte par Google. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, en travaillant vos métadescriptions, vous allez faire venir sur votre site des internautes qui ont réellement été attirés par votre site. Et donc, leur expérience utilisateur sera bien meilleure que s'ils arrivent sur une page sans trop savoir ce qui va se passer, parce que la métadescription est ratée. Donc, je vous encourage vivement à travailler chacune des balises métadescription. Donc, vous avez compris ici, on surveille les pages qui ont une balise métadescription absente ou vide, une balise métadescription trop courte ou une balise métadescription non unique. Alors, qu'est-ce que ici on a comme résultat sur notre panel? Eh bien, j'ai envie de dire c'est assez catastrophique. Regardez un peu tous ces sites qui ont 100% de pages avec une balise non optimale. Autant vous dire qu'ils n'ont pas fait de balise métadescription. Voilà, donc je suis encore en page 3. Allez, les 100 meilleurs, j'en ai 100 qui ont 98% ou plus d'erreurs sur leur page. Bon. Vraiment, c'est étonnant de voir encore autant de sites e-commerce qui négligent comme ça leur balise métadescription. Donc, on va rapidement se prendre un exemple. Intermarché.com, on a étudié 10 000 URL et Intermarché, il y a du vert, mais pas seulement. Justement, on va s'intéresser à la métadescription. Donc, sur 9922 pages indexables, donc avec lesquelles on travaille, on cherche à optimiser le référencement, j'en ai 6217 qui n'ont pas de métadescription. C'est pas pardonnable, ça. Donc, on va les voir dans Excel. Donc, dans Excel, Intermarché, métadescription vide. La page d'accueil, voilà, nos marques, nos services.
c'est pas compliqué, hein. Il y a combien on a dit 62% des pages qui n'ont pas de métadescription. Bon, bah, il faut absolument les corriger. Ensuite, des descriptions non uniques. Alors, comment ça se passe? Nombre de balises méta utilisées plus d'une fois, 20. Donc, on en a trouvé 20 qui ne sont pas uniques. Combien de pages les utilisent? 3650. On va jeter un coup d'œil. On va jeter un coup d'œil sur celles qui ont la même balise métadescription. Donc, quelle est la différence entre ça et ça? Je ne sais pas, il faudrait aller voir, mais comment voulez-vous réussir avec toutes ces pages qui ont exactement... retrouver tout l'univers d'Intermarché en ligne, magasin, etc. Ça, c'est le slogan général. Ne mettez jamais le slogan général du site dans la balise métadescription de toutes vos pages. Il vaut mieux ne rien avoir qu'avoir une balise identique sur toutes les pages. Voilà. Évidemment qu'il faut mieux travailler une par une chacune de vos pages. Au passage, ça donne sans doute des indices sur des contenus dupliqués internes. Ce site en a, ça semble quasiment évident que ce site a des contenus dupliqués internes. Bon. Je passe ce point. On était resté sur la métadescription. Allez, on continue avec les contenus. Alors, les contenus. Qu'est-ce qu'on pourrait étudier dans les contenus? Comment un audit technique qui n'étudie rien de la sémantique des pages peut trouver des problèmes au niveau du contenu? Alors, sachant que le contenu, quand même, l'ingrédient numéro 1 du référencement, et notamment de l'expérience utilisateur. C'est bien ça que l'internaute voit. Donc, nous considérons un contenu non optimal dans les cas suivants. La page n'a aucune balise H1. Ou alors la page a un contenu principal beaucoup trop court. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un contenu principal? C'est simple. Même si on étudie l'ensemble de la page, en incluant le haut de page, les éventuelles marges, le pied de page, nous avons mis au point un algorithme qui sait s'adapter à chaque site pour se concentrer sur la zone utile de chaque page, celle qui change généralement d'une page à l'autre. C'est-à-dire le contenu qui intéresse vraiment l'internaute. Donc, si dans ce contenu-là, on estime qu'il est de trop faible taille, on va considérer que le contenu n'est pas optimal. On a aussi d'autres détails, par exemple la présence de contenu dupliqué interne exact à 100%. C'est-à-dire qu'on a deux URL différentes qui ont exactement, au caractère près, le même texte, le même contenu. Voilà, bon, je passe les détails également des cas particuliers où on a trouvé des URL avec des identifiants de session, avec des paramètres de tracking interne passés derrière le point d'interrogation, etc. Bon, on va retenir le plus grave, ce serait d'avoir un contenu principal trop court. Voilà. Donc ici, les contenus non optimisés, 100% des pages de ces sites ont un contenu à revoir. Voilà, 100%. Et je rappelle, il s'agit ici des fondamentaux du référencement. Vraiment, ça devrait être corrigé depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ici comme exemple? Alors, sur ce site uppercut.fr, 10 000 URL crawlés. Donc, au niveau technique, le site a l'air bien, hein, tout est vert, c'est parfait. Par contre, au niveau du contenu, pas la même chose. Alors, voyons au niveau du contenu. Les balises H1, 7700 pages, voilà, 100%, voilà. 100% des pages n'ont pas de balise H1. C'est pas ça qui va révolutionner la visibilité de ce site dans Google. Hein. Il est clair, c'est clair. Par contre, c'est quand même pas très compliqué. Le titre éditorial, le titre visible directement quand on arrive sur la page, soit avec une balise H1.
Alors, on va regarder ça dans Excel. Combien on a de pages? La page d'accueil, ok. Cas particulier, par contre, cadeau publicitaire ou cadeau d'affaires, si on veut essayer d'optimiser cette page, ça serait pas bête de mettre ça dans une balise H1. Voilà, les pages de catégorie, le nom de la catégorie, on a qu'à le mettre dans une balise H1. Et les fiches produits, pareil. Bon. Deuxième analyse, ici, ce sont les pages ayant un contenu trop court. Donc, si je prends la page d'accueil, donc ici, alors, petite distinction, hein, je vous expliquais, on a un algorithme qui s'intéresse à la zone utile, on a quand même mis deux niveaux. Voilà. Il y a le niveau page très courte, donc a priori, il y a vraiment un problème, en tout cas la page ne se donne pas beaucoup de chances de réussir en référencement et notamment sur la longue traîne, mais on pourra trouver également des pages qui sont probablement trop courtes. C'est-à-dire que c'est moins grave, mais vous devrez quand même le corriger. Donc, on va prendre deux, trois exemples. La page d'accueil qui est trop courte. Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? Donc, la page d'accueil de ce site, oui, elle a très peu de contenu. Tout ça, c'est les menus qu'on retrouve partout. Donc, il y a extrêmement peu de contenu inédit sur cette page. Si on regarde la page qui a l'air de cibler les cadeaux publicitaires et les cadeaux d'affaires, donc, voilà. Ok, très bien. Cette page, c'est une image, hein, vous avez compris. Donc ici, cette page a uniquement ça comme texte. Ça fait quand même assez léger. On peut se demander si c'est suffisant en termes de qualité. Bon, peut-être, d'un autre côté, il n'y a peut-être qu'une seule page comme ça, c'est pas non plus dramatique. Si je prends plutôt une catégorie cette fois-ci de listing de produits, donc ça c'est une image, j'ai quoi, 5 sous-catégories. Je sais même pas dans quel univers je suis arrivé, masculin, ok. Cadeau pour les hommes sans aucun texte comme ça, c'est là. En plus, ce texte se retrouve aussi sur la gauche. Vraiment, il y a un travail éditorial à faire. D'ailleurs, on va essayer de faire autrement, pour voir s'il y a des graves problèmes. Alors là, zéro mot. Autant vous dire que ça doit être un bug du site. Si je prends une autre catégorie, par exemple la 48, là, et que je vais la voir dans mon navigateur. Ouh là 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 là. Alors là, plus ce site va cumuler de pages comme ça, avec un listing de catégories ou de produits qui, en l'occurrence, est vide, plus l'expérience utilisateur va être dégradée, plus Google va s'en rendre compte, et plus Google va rétrograder le site dans les résultats. Donc ici, il doit y avoir aucune page trop courte. Alors on va voir une fiche produit. On va prendre ça, j'espère que c'est un exemple intéressant. Ok, bon, c'est sûr que pour des sucettes, c'est pas évident de faire du rédactionnel. D'un autre côté, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut travailler le référencement. Soit il ne faut pas faire indexer la fiche produit et travailler la rubrique, soit il faut travailler le rédactionnel de la fiche produit, mais en tout cas, il va falloir corriger ça. Voilà, ça c'est clair. Allez, on va quitter cet exemple et on termine notre étude par les liens sortants externes en erreur. Alors, à quoi ça correspond? Alors, bon,
entre nous, même si cela ne joue peut-être pas un rôle direct dans l'algorithme de Google, il faut éviter de faire des liens sortants externes, vers d'autres sites web, qui aboutissent à une URL en erreur. Pourquoi? C'est clair que ça va être décevant pour l'internaute, et qui sait si ça ne peut pas être également mauvais pour la note de confiance que Google attribue sans doute à chaque site web. Donc, vous ne devriez pas avoir de lien sortant qui pointe vers une erreur. Alors, ici, on exclut tous les réseaux sociaux, on exclut tous les liens nofollow. Bref, vous ne devriez avoir aucune excuse. Ici, il y a un peu moins d'erreurs, vous voyez, que sur le reste des critères, mais c'est déjà quand même assez dramatique. Alors, je vais prendre un exemple. Promocado.com, on a crawlé 10 000 URL, donc malheureusement pas beaucoup de verts ici, et on va étudier les liens sortants externes. Alors ici, énormément de liens qui passent par des redirections, et redirection, on n'a pas jugé ça comme une erreur, attention, on a jugé ça comme un avertissement. C'est-à-dire qu'il faudrait aller vérifier vers quoi c'est redirigé. Mais 900 liens externes en erreur, on se rend compte que ça représente quand même 44% des liens. Il y a presque un lien sur deux qui mène à une erreur. Vous ne pouvez pas trop cliquer sur les liens sortants sur ce site. Bon. Donc ici, vous avez la liste des URL. Alors, on va essayer de les examiner. En plus, on a donné les détails. Alors, URL contenant le lien sortant externe. On a également ici listé en fait tous les liens. Donc vous pouvez toujours trier pour mettre ceux qui sont en erreur. Mais j'ai également... Alors on va commencer par ça. On va enlever les codes 200. On va enlever les redirections. Voilà. 403. Voilà. Donc ici, sur cette page de promo cadeau, il y a un lien cadeau d'entreprise vers le site cadeaudentreprise.com. Au passage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc il renvoie un code 404. Donc on a un lien suroptimisé. Texte de lien, c'est cadeau d'entreprise, qui pointe en plus vers un site qui ne marche pas. Un peu plus bas, j'ai objet publicitaire, qui pointe vers encore une URL qui ne répond pas. Bon, tout ça, il va falloir le corriger. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez été un petit peu intrigué par ce genre de lien, de texte de lien. Donc ici, on se rend compte que ce site, apparemment c'est dans son blog, eh bien, il s'est fait viagraliser, n'est-ce pas? Il s'est fait pirater ou spammer par des spammers qui sont venus lui mettre des liens follow vers de la vente de Viagra, de pilules et autres pharmacies. Là. Je ne suis pas certain que le site soit au courant. En tout cas, si ça l'était, il faudrait qu'il corrige ça d'urgence. Voyons un peu l'étendue des dégâts. J'annule mon filtre. On va juste me rendre compte si c'est fréquent. Donc là, par exemple, je vais mettre Cialis. Wow. Aïe, 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 aïe. Eh bien, bon, ben voilà. Donc là, notre audit RMTech a montré deux problèmes. Un, il y a énormément de liens qui pointent vers des erreurs. Et deux, il y a énormément de liens d'un spammer. Donc sachez que Google peut vous sanctionner à cause des liens sortants que vous faites. Vous êtes jugé responsable des liens sortants. Et donc, vous devez à ce titre faire du nettoyage de votre site web. Allez, je passe les détails. On est à 20 000 URL. Je ne vous dis pas le boulot qu'il a à faire. Donc, je reviens sur mon étude.
et je vais pouvoir vous présenter la synthèse de la conclusion de notre étude. Alors, on va d'abord essayer d'identifier s'il y avait une grande partie des sites pour lesquels on a découvert très facilement des optimisations à faire. Soit des erreurs à corriger, soit des optimisations à faire. Alors, là, je vous remets la liste de toutes les erreurs ou les optimisations qu'on pourrait corriger, hein, les optimisations qu'on pourrait faire ou les erreurs qu'on pourrait corriger. Pour chaque page, on a identifié combien il y a d'optimisations possibles. Donc, ça va de 0 optimisation, hein, la page d'un point de vue purement technique est très bien, à 1, 2, 3, 4, 5, 10 optimisations possibles, ou que sais-je. On a fait une première analyse, les pages qui ont au moins une optimisation. Voilà. Combien il y a de pages? Donc ici, on se rend compte que ces sites-là ont 100% de leurs pages où on pourrait faire quelque chose, on pourrait travailler, améliorer le référencement. 100%. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des sites qui ont au moins des pages avec 4 optimisations possibles? Donc là, on se rend compte que voilà, les 4 premiers, là, les 4 premiers sont des sites pour lesquels 100% des pages présentent au moins 4 optimisations possibles. Concrètement, la synthèse. Alors, on va prendre des codes de couleurs et on va très vite conclure. On considère qu'un site a correctement optimisé ses pages s'il a moins de 5% de ses pages en erreur. Donc, il sera en vert s'il y a 5% de ses pages qui sont en erreur ou à optimiser. Entre 5 et 30, on considère que c'est une mauvaise optimisation. Et quand il y a plus de 30% des pages en erreur, alors on considère que c'est une très mauvaise optimisation. Et si on fait la synthèse sur l'ensemble de notre panel, donc l'ensemble de nos 2 à 3 millions d'URL, nos 500 audits, on se rend compte que, à part peut-être le critère des pages trop profondes ou les pages répondant en erreur, bref, où il y a du vert, l'optimisation technique, même purement technique, hein, des contenus, elle est catastrophique. 1% ici. 1% des sites sont correctement optimisés d'un point de vue balise title. Vous imaginez un peu le désastre. Bon, après, nous détaillons ici pour chaque famille de critères. Bon. En moyenne, en conclusion, 12% des pages crawlées sont en erreur, 22% des pages crawlées sont interdites d'indexation, 35% des pages crawlées, de nos 2 millions de pages, 35% sont trop lentes, 20% sont trop profondes, 58% ont un mauvais titre, 57% une mauvaise description, 43% un mauvais contenu, et par ailleurs, 8% des liens sortants externes sont en erreur. Je vous resitue. Il s'agit ici du socle de la pyramide. Il devrait être parfait. Si vous faites un audit et que vous découvrez des problèmes, au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois selon la taille du site, vous devriez l'avoir corrigé. Ici, il s'agit de 500 sites e-commerce membres de la FEVAD. Vous imaginez à quel point la visibilité dans Google est vitale pour des sites e-commerce. Comment peut-on imaginer avoir autant de problèmes purement techniques? Il s'agit ici des fondamentaux du référencement. Voilà. On va regarder ça sous l'autre angle. Plutôt que de dire que ces sites-là font énormément d'erreurs ou ont oublié d'optimiser leurs pages, justement, on pourrait dire que ces sites-là ont un très très gros potentiel d'optimisation du référencement sans tellement d'efforts. Il ne s'agit pas encore d'améliorer le contenu rédactionnel, ce qui par ailleurs est indispensable, ou de travailler sa notoriété, également indispensable. Ici, je vous parle des fondamentaux techniques du référencement.
Alors, je suis désolé d'avoir été aussi long, hein, ça fait un peu plus d'une heure que vous me suivez, enfin, pour les plus courageux parmi vous. J'en arrive à dire des bonnes surprises. Voilà. La première bonne surprise, c'est que vous-même, vous pouvez générer ce genre d'études. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de clients qui l'ont déjà effectué. Je vais vous expliquer ça. C'est très simple. À partir du moment où vous avez déjà effectué des audits RMTech, vous disposez donc de rapports en version complète dans votre compte, vous n'avez qu'à les sélectionner pour générer gratuitement une étude. Que ce soit sur 2 sites, c'est le minimum pour faire la comparaison d'un site par rapport à l'autre, ou d'une dizaine de sites ou de autant de rapports que vous avez, la génération d'une étude est gratuite et instantanée. Alors pour ça, il faut... donc ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant je vais vous expliquer comment vous faites pour lancer un audit. Alors, pour lancer un audit, vous devez vous rendre sur MyRankimetrics. Donc pour aller sur MyRankimetrics, il faut être logué. Donc ici je suis logué avec un compte spécial pour générer nos études. Vous aurez besoin d'une invitation éventuellement, donc vous nous contactez pour essayer d'en obtenir une. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous pouvez ici lancer des audits. Donc, je vais commencer par cliquer ici sur ce lien « Lancer un nouvel audit technique ». Vous allez là. Je vous conseille tout simplement de commencer par un gratuit. Donc vous cochez « Gratuit ». Avec un gratuit, vous pourrez générer un audit jusqu'à 10 000 URL crawlées et obtenir un rapport de synthèse. Évidemment, vous n'aurez pas le rapport complet. Passez à l'étape 2. Par exemple, on était sur Fevad, je vais lancer un audit sur Fevad. Voilà. Et je passe à l'étape 3. Voilà, vous avez choisi un rapport gratuit. OK, on passe les détails. Je lance le rapport gratuit. Voilà, l'exploration du site va bientôt démarrer, d'ici une poignée de secondes. Si jamais il y avait vraiment 10 000 URL à crawler, et compte tenu des temps qu'on observe pour crawler 10 000 URL en général, plus effectuer nos analyses, plus effectuer le suivi des liens sortants externes, nous évaluons au maximum 3 heures la durée. Si votre site est plus court, plus petit, d'ici quelques minutes, votre audit sera terminé et vous recevrez un email. Bon, là, je viens tout juste de le lancer. Vous pouvez constater que là, voilà, le 25 mai, j'ai lancé mon audit. Alors, deuxième façon de faire. Vous avez récupéré votre rapport d'audit en version gratuite. Donc, vous avez un rapport de synthèse. Je ne vous présenterai pas maintenant. Vous verrez bien si RMTech a trouvé aucun problème technique ou aucune idée d'optimisation, ou si au contraire, vous disposez d'un fort potentiel d'augmentation de votre visibilité dans Google. Auquel cas, vous serez tenté, comme plusieurs centaines parmi vous, à lancer un audit complet. Alors, en version complète, qu'est-ce qu'il y a à voir? Pas grand-chose. Mettons qu'ici, je mette toujours que je démarre sur la page d'accueil. Je vais juste vous montrer les paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous pouvez dire si vous voulez crawler uniquement le HTTP ou le HTTPS, ou si au contraire, vous voulez crawler les deux, au cas où il y a des liens vers votre version HTTPS ou HTTP qui n'étaient pas prévus. Au niveau du nom d'agent, le User Agent, par défaut, on peut utiliser du Googlebot, Firefox, Chrome, etc. Vous pouvez aussi choisir de ne pas envoyer du tout de User Agent ou définir celui qui vous fait plaisir. Voilà. Si vous voulez simuler au mieux Googlebot qui vient crawler votre site, autant garder son User Agent. Au niveau de la vitesse de notre exploration, on a considéré qu'une requête par seconde était une fréquence tout à fait acceptable. Si vous avez peur que votre serveur
soit un peu ralenti, vous pouvez diminuer. Hein. Vous pouvez dire finalement vous voulez seulement 0,5 requêtes par seconde. Donc en faisant ça, le crawl risque d'être l'audit d'être 2 fois plus lent, mais pourquoi pas. Si au contraire votre serveur est très costaud et que vous voulez accélérer un peu, vous pouvez mettons mettre 2 par seconde. Les motifs d'inclusion, ça peut servir si vous voulez auditer seulement une partie du site. Admettons que je cherche à auditer seulement la partie française qui est dans le répertoire /fr, je peux mettre /fr. Si je veux étudier uniquement mon blog qui serait en sous-domaine, je vais mettre blog.fevad.com. Et si je veux en fait au contraire exclure un forum qui serait situé dans qu'on reconnaît dans l'URL par /forum, eh bien vous pouvez faire comme ça. Donc ici je peux mélanger, je peux même dire que je voudrais exclure le forum ainsi que le blog. Bref, vous cliquerez ici pour avoir le détail des explications. Voilà, bon, je passe tous ces petits détails et tout simplement, je valide ma demande d'audit. Alors, au niveau du paiement, vous pourrez par carte bancaire, à moins que vous ayez un crédit. Vous pouvez avoir des crédits, par exemple, en venant à notre formation. Donc, chaque participant à notre formation SEO dispose d'un audit technique offert jusqu'à 10 000 URL. Donc, vous les verrez ici dans votre compte. Et sinon, sachez qu'il y a également des réductions. Donc, toujours ceux qui sont venus en formation d'ailleurs, après leur audit gratuit, offert en tout cas, ils bénéficient de 20% de réduction à vie sur tous les rapports d'audit RMTech qu'ils ont envie de faire. Bon, je passe les détails de tous les cas de figure où vous pouvez obtenir des réductions. Le tarif dépend du nombre d'URL maximum de l'audit. RMTech effectue des audits, donc ici Fevad. J'ai examiné dans Google Webmaster Tools, ainsi qu'en faisant site de points, ainsi qu'en connaissant mon site, que j'ai dans les 8000 URL, donc je vais prendre le pack à 10 000, qui vaut ici 449 € pour le prix public, hors réduction. Je clique pour valider mon panier, et donc, eh bien écoutez, je vais vous donner la deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je vous offre une énorme réduction, la plus grande jamais accordée, n'est-ce pas? Fevad 05, 05 comme le mois de mai, Fevad 05. Si vous utilisez ce code, voilà, vous aurez 50% de réduction. Valable jusqu'au 29 mai à minuit, donc profitez-en tant que c'est encore temps. Jusqu'au 29 mai à minuit, quel que soit le nombre d'audits techniques, les audits individuels, hein, pas les packs, vous pouvez obtenir à chaque fois 50% de réduction. Si vous avez des questions sur les aspects purement commerciaux, je sais très bien que vous trouverez comment nous contacter. Si jamais, par malheur, au moment où vous regardez cette vidéo, ce code de promotion FEVAD05 n'est plus valable, sachez que nous en communiquerons régulièrement sur nos réseaux sociaux. Bien entendu, je sais que vous nous suivez déjà sur Twitter, sur Google+, sur Facebook, etc. Je vous fais confiance pour ça. Voilà. Alors, je reviens une dernière fois sur sur le fait qu'on peut lancer sa propre étude. Alors, une fois que vous avez fait tourner des audits, ici, je dispose d'un certain nombre de rapports qui ont tourné, voilà, 3600 rien que pour les études. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une étude? On clique là, créer une nouvelle étude,
et vous allez sélectionner les sites qui vous intéressent. Alors, sur quoi je pourrais faire une étude. Alors, admettons que je cherche à faire une étude de mes concurrents. Donc, je vais sélectionner mon site. Allez, admettons que ce soit 3 Suisses, voilà. Et je vais prendre d'autres sites e-commerce de vente, par exemple, sur la partie vêtements. Donc, on va prendre le dernier audit que j'ai fait sur Célio, plus le site Kiabi, plus le site La Redoute, plus, je sais pas moi, Spartoo. Voilà. Très bien, j'ai sélectionné mes sites et je passe à l'étape 2. Donc à l'étape 2, je donne un nom à mon panel, mettons concurrent vêtements. Je lance la comparaison. Et voilà, c'est terminé, l'étude est prête. J'ai un rapport d'étude qui compare mon site à 4 concurrents, donc qui porte tout de même sur 50 000 URL. J'ai un rappel de tous les critères utilisés et j'ai les résultats. Donc c'est pratique d'avoir sous les yeux tous ces chiffres pour pouvoir me comparer, voilà, sur les différents critères. Et je peux le voir également ici, combien j'ai de pages qui ont au moins une optimisation possible. Combien j'ai de pages qui ont au moins 4 optimisations possibles. Je me rends compte que certains de mes concurrents sont pas du tout dans le même ordre de grandeur que moi. Et puis, je peux aussi évaluer comme ça ce que ça donne. Concrètement, parmi vous qui avez déjà lancé ces études, je sais qu'elles ont déjà été utilisées dans pas mal de cas de figure. Donc le cas classique, c'est de comparer son site à ses concurrents. Le deuxième cas, c'est d'étudier différents sites d'un groupe, donc une grosse entreprise, un groupe qui dispose de filiales et de plusieurs sites web. Ou alors vous avez une seule entreprise, mais vous avez des sites dans différents pays qui ne sont pas gérés tout à fait de la même façon ou par les mêmes équipes. Et vous voulez comparer les performances SEO techniques de tous ces sites-là. Donc là, en un clic, vous avez vu, c'est instantané. Je génère une étude que je peux transférer à mon responsable, à mon client, à qui vous voulez. Parce qu'effectivement, une autre utilisation excellente d'ailleurs pour les agences, c'est de générer ce type de rapport pour une réponse à appel d'offres ou tout simplement dans du démarchage ou de l'envoi de devis, où on montre d'emblée à quel point le site du client dispose de leviers d'optimisation du référencement. Et ce qui est très confortable pour vous en tant qu'agence ou tout type de prestataire, c'est que les optimisations qu'il faudrait effectuer, vous les connaissez déjà. Donc le taux de conversion de ce type de devis, je préfère pas vous le donner, il sort un petit peu trop des standards. Et chez Rankimetrix, on est à la fois très heureux et très fiers de pouvoir aider comme ça les agences ou les prestataires freelance à maximiser leurs ventes. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Écoutez, je suis arrivé au bout de ma présentation de cette étude FEVAD mai 2015. Je suis vraiment très content si vous me suivez encore après 1h30 de vidéo et je vous donne rendez-vous soit en live si vous faites partie de notre webinaire en live pour poser toutes les questions que vous voudrez nous poser, aussi bien sur cette étude FEVAD, sur notre mécanisme de génération d'études, mais aussi sur RMTech
ou MyRankyMetrics en général. Et puis si vous nous lisez, vous nous visualisez cette vidéo après notre webinar du 26 mai, eh bien, je sais que vous pourrez toujours nous contacter pour nous envoyer vos questions par Twitter, Facebook, Google+, avec le hashtag RMTech, ou bien par email sur notre formulaire de contact que vous trouverez ici en haut du menu MyRankyMetrics. Encore une fois, merci beaucoup et à tout de suite si jamais vous êtes dans notre webinaire en live. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour récolter nos prochains codes de promo. Merci beaucoup, à bientôt.